Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous et à toutes. Dans cette seconde partie, on va parler de l'Inde, et ce dans le but d'aller plus loin dans l'Antiquité et nous enfoncer en fait dans les profondeurs de l'histoire du racisme envers les Noirs et qui, on l'a dit, est d'origine spirituelle. Donc pourquoi l'Inde ? Tout simplement parce qu'aucun pays au monde ne symbolise autant à lui tout seul un système comparable au racisme idéologique et spirituel, et ce dès les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Ce système est celui des castes. Que nous dit Wikipédia à ce sujet ? On va lire ce qui est encadré et souligné en rouge. Les castes sont des divisions des sociétés du sous-continent indien en groupes héréditaires, endogames et hiérarchisés. Donc de père en fils, entre les familles, les clans, et ce système est hiérarchisé. L'article 15, on nous dit plus loin, de la Constitution de l'Inde interdit les discriminations fondées sur les castes, mais celles-ci continuent de jouer un rôle majeur dans la société contemporaine. Donc en clair, les castes classent les individus dans la société indienne en groupes distincts et les attribuent une position hiérarchique dans la société. La caste se transmet de parents aux enfants et les individus d'un même groupe ou caste doivent se marier que entre eux. On rappelle que le racisme est une idéologie qui classe les races hiérarchiquement en races supérieures et inférieures. Et pour bien faire en fait le rapprochement, on va lire de longs extraits du livre de Runoko Rashidi avant de compléter par différentes autres sources. Donc Runoko Rashidi est un historien afro-américain spécialiste des civilisations noires dans le monde entier et particulièrement en Asie, et on va lire des extraits de son livre Histoire millénaire des Africains en Asie, des pages 48 à la page 60. Ainsi, dans la partie intitulée Indus et Inde, des bastions orientaux des Éthiopiens, il nous dit: comme précédemment exposé, la présence africaine en Asie antique était visible du point le plus occidental aux extrémités les plus orientales et méridionales du continent, et ce jusqu'au beau milieu du Pacifique. Donc il nous dit que les civilisations noires en Asie allaient d'un bout à l'autre de ce continent jusqu'à arriver carrément dans l'océan Pacifique. Il cite Diodore de Sicile, écrivain contemporain de Jules César, qui parle dans son livre 1 du parcours d'une divinité égyptienne qui a voyagé d'Éthiopie en Inde. Et ensuite il nous dit: le complexe de la vallée de l'Indus atteindra son apogée entre 2200 et 1700 avant Jésus-Christ. C'est la phase harapéenne, référence à Harappa, un des sites découverts à propos de cette civilisation. Plus loin, il nous dit: le déclin de la civilisation harapéenne a été attribué à divers facteurs, dont une baisse des revenus agricoles causée par la surexploitation des sols, l'accroissement des crues suite à des turbulences tectoniques dans l'Indus inférieur et les incursions toujours plus nombreuses des tribus nomades, agressives et très va en guerre venues d'Asie centrale vers 800 avant Jésus-Christ. Ces tribus nomades aryennes avaient conquis le Pakistan et tout le nord de l'Inde, réunissant leur nouveau territoire sous l'appellation d'Arya-Varta, c'est-à-dire le pays aryen ou le pays des Aryens. Dans tout l'Arya-Varta fut instauré un ordre social rigide, segmenté en castes dans lesquelles les Noirs vaincus, donc les Soudras, furent relégués au plus bas de l'échelle et condamnés à servir les castes supérieures. Ces castes supérieures sont les suivantes: les Brahmanes,
c'est-à-dire l'élite aryenne identifiée par la couleur blanche, les kshatriyas du secteur militaire et administratif identifiés par la couleur rouge et les vaishyas marchands et fermiers identifiés par la couleur jaune. Vient ensuite les soudras, eux-mêmes identifiés par la couleur noire. Il continue en disant, sur l'échelon le plus bas en dessous des soudras ou shudras, il y avait des or-castes, ou intouchables, des parias dont les rangs étaient composés de rejetons des unions malheureuses entre brahmanes et soudras. On trouvait également parmi ces hors-castes les populations anciennes de l'Inde qui s'étaient retranchées dans l'arrière-pays pour échapper à l'avancée des envahisseurs et qui finiront malgré tout par tomber sous la coupe aryenne. Il continue encore, il dit un code pénal et religieux qui régissait jusqu'aux aspects les plus infimes de la vie quotidienne fut mis sur pied pour maintenir ce nouvel ordre pour les shudras et les hors-castes. Le code était tout simplement draconien avec peu sinon aucune ambiguïté à leur égard. Ce sujet très sensible peut être présenté comme une approche d'étude des relations raciales et culturelles antiques afin de permettre aux lecteurs de l'apprécier. Nous citons ici quelques articles aux rigueurs excessives des textes de la loi de Manu, entre parenthèses, donc Manu est un sage indien mythique qui serait l'un des descendants de Brahman. Voici donc ce qu'on nous dit à propos donc, de ce code pénal et religieux, ou ces lois, un peu comme les lois de Moïse, mais version hindoue. On nous dit, les deux fois nés, entre parenthèses, brahmaniques, kshatriya et vaishya, dans leur folie, épousent des femmes de la basse caste des shudras, avilissent aussitôt leur famille et leurs enfants à l'état de shudra. Donc ici on nous dit que si une des trois castes supérieures venait par une folie quelconque épouser des femmes de la basse caste des shudras, donc les noirs vaincus, eh bien leurs enfants deviennent des shudras. Et d'après Runoko Rashidi, ils deviennent des intouchables. Bon, il continue donc à citer ces fameuses lois. Quiconque épouse une femme shudra devient hors caste. Selon Sonaka, à la naissance d'un fils, et selon Brigu, quiconque obtient un rejeton mâle d'une femme shudra seule. Donc ici, on dit clairement que quiconque épouse une femme shudra devient hors caste. Donc ce n'était pas seulement selon Runoko Rashidi, mais c'est clairement dans les lois elles-mêmes. Donc on commence à voir un peu l'origine de ces intouchables qui existent jusqu'aujourd'hui en Inde. On continue. Un brahman qui prend dans son lit une femme shudra sombrera après sa mort en enfer. On nous dit encore qu'il ne soit permis à aucun brahman mort d'être porté par un shudra. Quand des hommes de la même caste se trouvent à portée de main, car l'offrande qui est souillée par le toucher d'un shudra se fait au détriment du passage du mort au ciel. Un brahman peut, au bon plaisir du roi, interpréter la loi en sa faveur, mais jamais un shudra. Un kshatriya ayant diffamé un brahman devrait payer une amende de 100 panas, un vaishya 150 ou 200, et un shudra devra subir une punition corporelle. Donc vous voyez, les seuls qui doivent subir une punition corporelle, ce sont les shudras. On nous dit encore, un shudra qui est un homme une fois né, qui insulte un homme deux fois né, donc les trois autres castes supérieures, avec des invectives grossières, aura la langue coupée, car il est de basse origine. S'il mentionne avec insolence le nom et caste du deux fois né, une tige de fer longue de 10 doigts sera plongée chauffée au rouge dans sa bouche, donc au fer chaud.
si il apprend leur devoir au brahman avec arrogance, le roi devra lui faire verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans les oreilles. Donc si, pour un peu interpréter ça, donc on nous dit si jamais un Shudra donnait une leçon de morale, par exemple un brahman qui ne se comporte pas comme un brahman, et que le Shudra vient avec arrogance lui dire tu te comportes pas comme un brahman, parce que tu devrais plutôt dire ça ou faire ça, le roi doit verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans les oreilles du Shudra. On dit encore, un homme de basse caste qui essaie de s'asseoir sur le même siège qu'un homme de caste élevée, il sera marqué sur la hanche au fer chaud, puis banni, ou le roi lui fera entailler le derrière. Runoko Rashidi conclut en disant, pour les Shudras et les hors-castes, la loi de Manu était, comme nous l'avons souligné en illustrant les exemples brutaux et inhumaines, elle était conçue de façon à les maintenir éternellement dans leurs conditions inférieures de génération en génération. Donc, le véritable nom sanskrit pour les castes est Varna, littéralement la couleur. Il existe toutefois une voie pour les Shudras vers le salut. Et c'est Manu lui-même qui en énonce la méthode. Un Shudra qui est pur serviteur de son mieux-être gentil dans ses propos, dénué de fierté et qui cherche toujours refuge chez les brahmanes, attend dans sa vie suivante une caste plus élevée. Donc, vous voyez ça? On nous dit que le Shudra, il était condamné à être esclave, à être le serviteur des castes supérieures durant toute sa vie. Ses enfants aussi, les enfants de ses enfants aussi. Mais tout ça était simplement pour faire croire au Shudra en lui disant, si tu es un bon serviteur, dans ta vie suivante, pas dans celle-ci, tu seras nouvellement né d'une caste supérieure. Donc voilà ta récompense pour avoir été un bon esclave. Quant au hors-caste, ou quant à l'intouchable, on nous dit les seuls biens qu'ils pouvaient posséder étaient les chiens et les ânes. Leur repas était composé de restes, leurs vêtements prélevés sur des cadavres. Les principales fonctions des intouchables étaient limitées à balayer les rues, ramasser les animaux morts, ainsi que les cadavres humains et nettoyer les sols de crémation, donc toute fonction considérée comme impure même pour les Shudras. On rappelle qu'on nous dit que si un Shudra se mélange avec un brahman de caste supérieure, ils vont enfanter un hors-caste ou bien un Shudra, donc un enfant impur. Donc, comme on l'avait dit aux États-Unis, c'est ce genre de loi inhumaine qui décourageait souvent le métissage. Et l'Inde a longtemps préservé, en fait, les puretés raciales, si j'ose dire les choses ainsi, à cause de la rigueur de ces lois racistes. Ensuite, on nous dit plus loin, les réactions en fait inévitables contre cet ordre social apparurent rapidement et prirent différentes formes, comme au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, l'humanitarisme des Jains, mais également le bouddhisme. Donc ce dernier bénéficiera d'une diffusion géographique plus importante et sera rattaché à Siddhartha Gautama, une origine africaine de Bouddha, donc Siddhartha, et du bouddhisme est soutenu avec force depuis plusieurs siècles. Le moindre regard posé sur la statuaire la plus ancienne du Bouddha semble pouvoir corroborer cette hypothèse, et particulièrement en Inde et en Asie du Sud-Est. Que Gautama Siddhartha soit né en Afrique ou en Asie ne constitue aucunement un obstacle à cette assertion. Ctésia, par exemple, auteur du premier compte rendu général sur l'Inde,
rédigé par un Européen, mentionne de fortes concentrations de Noirs dans les régions de l'Himalaya oriental et du Gange supérieur où la plupart des récits placent le lieu de naissance de Gautama. Le bouddhisme ne faisait que peu cas des castes et a été au demeurant plus populaire dans les régions centrales, orientales et méridionales de l'Inde, où il y avait une profusion de populations noires. Plus loin encore, Runoko Rashidi explique que 2 dynasties noires de Shudra vont prendre le pouvoir et dominer toute l'Inde à partir de l'époque d'Alexandre le Grand, et ce durant 150 ans. Il s'agit des dynasties Nanda et Maurya. Cette dernière sera celle d'Ashoka, qui se convertira, donc un roi qui se convertira au bouddhisme et qui est en fait cet homme-là, Ashoka, le plus grand roi de l'histoire de l'Inde, ou sinon l'un des plus grands. D'ailleurs, l'emblème de l'Inde, c'est le sommet de son mausolée. Runoko Rashidi affirme encore que les Dravidiens sont bel et bien les fondateurs de la civilisation de l'Indus et qu'ils sont les Dasa et les Dasiyu, extraits du Rig Veda, les adversaires éternels des tribus nomades envahisseurs aryens. Ce sont ces mêmes peuples de Dasa et Dasiyu qui vont devenir les Shudras, donc la caste la plus inférieure. Il dit encore les masses noires vaincues et réduites au statut d'esclaves en Aryavarta, comme nous l'avons déjà dit. La phase arapéenne du complexe de la vallée de l'Indus avait déjà amorcé son déclin lorsque les incursions aryennes comparables au départ à un petit ruisseau se muèrent en un torrent puissant. Les Aryens sont sans conteste les responsables de la destruction finale et totale du complexe de la vallée de l'Indus. La plupart des sites de l'Indus cessent d'être habités à partir de cette époque. Ceux des Noirs qui peuplaient encore les sites de l'Indus durant la phase de déclin et avant l'arrivée massive des Aryens ont soit perdu la vie pendant l'Holocauste, donc Rashidi appelle ça même un Holocauste, soit ils ont quitté définitivement la région en laissant derrière les ruines de leur civilisation exceptionnelle. Sur ce point, il est difficile de contester les faits. D'ailleurs, les Aryens avaient parfaitement connaissance des ruines qui les environnaient. Le passage suivant illustre clairement notre propos sur les Aryens. Les gens à qui ce site en ruine, ces postes à l'abandon appartenaient autrefois, ces nombreuses habitations largement dispersées, ceux qui, ô Vesvanara, ont été chassés par toi et émigrés vers une autre contrée. Fin de citation. Ainsi, Runoko Rashidi nous résume comment les prétendus Aryens, des peuples blancs, ont envahi l'Inde antique et chassé une partie de ses populations et intégré une autre partie dans son système de société en tant qu'esclaves grâce à la religion hindoue et ses divisions en castes, ce qui semble en effet n'être que la première ou l'une des toutes premières sociétés à instaurer l'ancêtre direct ou une forme de l'idéologie raciste. Ensuite, Runoko argumente pour démontrer que les Dravidiens sont des Noirs au même titre que leurs cousins africains avec lesquels ils avaient des relations depuis l'Antiquité, mais c'est là un sujet qu'on va réaborder si Dieu veut prochainement. Il nous faut cependant donc préciser que certes, comme pour l'islam, le christianisme et le judaïsme, les peuples blancs se sont accaparés l'hindouisme et l'ont modelé à leur convenance raciste. Mais en vérité, cette religion est le résultat d'un mélange des apports des colons blancs aryens et de ce qui était déjà connu des autochtones noirs de l'Inde. C'est un sujet qu'on abordera aussi si Dieu veut. Avant de faire le point sur cette idéologie raciste à l'origine du système des castes, on se doit de corroborer ce que nous avons lu chez Runoko Rashidi et qui est un auteur noir avec ce que les non-noirs en disent. Car on sait que, hélas, à cause de la colonisation,
du colonialisme mental, la parole d'un noir est souvent plus remise en doute, même par un noir, que celle des étrangers. Alors, on va faire cet exercice à titre pédagogique, car pour nous, Runoko Rashidi nous suffit, même s'il n'est pas exempt d'erreur. Tout d'abord, il nous a dit que Varna est le terme sanskrit, donc la langue de l'Inde, pour désigner les castes, voulait dire en fait à l'origine couleur, et que le Brahman, caste supérieure, symbolisait le blanc, et le Shudra, caste de serviteurs, donc la dernière caste des quatre, symbolisait la couleur noire. Donc nous allons sur Wikipédia, on nous dit, dans les textes classiques hindous, les personnes et leur rôle dans la société sont décrits au travers de leur varna, couleur, entre parenthèses aussi classe. Au plus haut, les brahmanes ou prêtres, au-dessous d'eux, les kshatriyas ou guerriers, puis les vaishyas dans l'usage moderne, surtout des marchands, enfin les shudras, des serviteurs ou gens de peu. Il faudrait ajouter une cinquième catégorie, les intouchables ou hors caste, qui sont laissés en dehors. Selon Louis Dumont, les trois premières castes apparaissent dans les premiers livres du Rig Veda, mais les Shudras seulement dans un hymne tardif. Ils pourraient être des aborigènes, donc autochtones, les habitants originels de l'Inde, intégrés dans la société sous forme de servitude, donc sous forme d'esclaves. Comme vous le voyez, c'est exactement ce que dit Runoko Rashidi, seulement lui est plus direct et catégorique, notamment sur les couleurs liées aux castes, le lien en tout cas entre les deux. Et de nombreuses personnes contestent en fait cela, qu'il y a un lien entre les teints de la peau, malgré une encombrante coïncidence, notamment sous prétexte qu'en Inde, il n'existe pas d'hommes rouges ni d'hommes jaunes, qui sont les castes en fait intermédiaires. Mais, qu'en savent-ils? Surtout de l'Inde antique, et même actuelle, sans compter les échanges commerciaux et diplomatiques au travers des âges, les albinos, etc. Aussi, on ne doute pas que blanc est la couleur de la pureté. Donc que le blanc est la couleur de la pureté. Cependant, au travers de l'histoire, certains ont eu la tentation, d'ailleurs assouvie, de les appliquer aux races ou au teint de la peau, suivi de prétextes politiques racistes, etc. Donc cela peut très bien avoir débuté en Inde. Et on remarquera que il eût été plus facile de prendre des couleurs comme violet, vert, bleu pour les castes intermédiaires et ainsi dissiper tout doute. Mais les choses sont ainsi et comme par hasard, encore aujourd'hui les Occidentaux conservent ces quatre couleurs comme celles de l'humanité, blanc, rouge, jaune et noir. Donc tout cela alors que chez les Arabes classiques, le teint foncé, noir, est aussi appelé vert, ailleurs aussi bleu, etc. L'homme blanc actuel devient même rose, rouge, jaune, etc. à certains endroits. Dans Wikipédia, parmi les trois possibles origines du système des castes, on peut lire la troisième, on nous dit enfin, le troisième type de théorie avance une motivation raciale. Au début du XXe siècle, Émile Sénart conçoit la création des castes comme la volonté des envahisseurs aryens de préserver la pureté de leur race en créant des groupes fermés. Fin de citation. Maintenant, il faut dire que cette thèse de la pureté raciale et d'un système raciste, en fait, dérange de nos jours à l'heure des puissances émergentes comme la Chine et d'autres créant un équilibre des forces. Tandis qu'autrefois, l'Occident dominait la quasi-totalité du monde et où on se vantait de s'identifier à la race des seigneurs aryens conquérants qui écrasent et dominent les autres peuples. C'est ce que l'on peut lire dans l'introduction d'une traduction du Rig Veda par Alexandre Langlois, homme du XIXe siècle. Voyons-en quelques extraits.
Donc le Rig Veda ou livre des hymnes. On nous dit il y a 100 ans, personne ne se doutait que les Aryas de la Bactriane fussent nos ancêtres. Colebrook put pénétrer la philosophie et la religion de ce grand peuple des Aryas, souche principale des nations européennes ainsi que des Hindous et des Perses. Les hymnes du Rig Veda sont les cantiques des Aryas, les vaillants, les nobles, les honorables d'où descend la race indo-européenne tout entière. Plus bas, jusqu'à présent, malgré les milliers de commentaires dont leur texte a été entouré, on ne peut qu'y entrevoir une lente conquête des Aryas sur les Dasyus, indigènes d'une autre race, refoulés vers le midi de l'Inde, donc vers le sud. Donc, et ajoute en fait ce qu'on sait tous, à savoir que les Dravidiens et autres sont majoritairement dans le sud de l'Inde. Et l'auteur dit encore, et là on voit le triomphalisme raciste, écoutons-le. Un autre trait caractéristique du Veda est la sincérité. Cette sincérité se manifeste aussi dans les vœux les plus exigeants que dans les objurgations les plus violentes. L'Arya est aussi franc dans ses désirs de richesse et de prospérité que dans sa haine pour le Dasyu, l'indigène, son rival, son ennemi. À l'entendre, le Dasyu ne vit que de rapine, dérobe honteusement, comme un brigand, le bien d'autrui. Il n'a ni foi ni loi, il méconnaît les dieux, il est lâche, perfide et pervers. L'Arya le voue à l'exécration et supplie les puissants célestes de le foudroyer, de l'anéantir, aussi bien qu'il les implore sans cesse pour doubler ses biens, pour augmenter ses troupeaux, pour lui donner une postérité nombreuse, valeureuse et productive. Fin de citation. Donc, pourtant, on sait qui est venu dérober la terre d'autrui. Et ces paroles de haine sont perçues par l'auteur comme de la sincérité. Alors qu'aujourd'hui, la ligne orthodoxe serait de condamner ces propos, ce côté soi-disant sincère, tandis que hier, il a été magnifié. Donc l'auteur lui-même va ajouter des propos montrant bien que c'est l'Arien le véritable voleur. Il dit « L'Arya de l'Inde, traînant après lui ses troupeaux, pillant pour les augmenter, luttant pour les défendre, s'arrêtant tout à la fois pour combattre et pour se reposer, acharné contre les autochtones, c'est Dasyus qu'il ne peut assez souvent maudire, rapportant à ses dieux ses victoires et leur demandant de nouvelles, et un peuple en marche qui se développe par une lente conquête. » Fin de citation. Et ensuite, l'auteur fait le tour des différents peuples aryens et de leurs différents lieux d'établissement ou de conquête. Il dit l'Arya médo-perse, soumis aux variétés climatiques du sol qu'il a choisi pour son établissement, l'Arya slavo-scandinave pénétrant dans le nord rigide verra ses divinités féroces dans ses nuages fantastiques et dans ses glaces polaires, l'Arya celtique voyageant à travers les brumes et les marais prendra des rochers pour autels et des forêts pour temples. L'Arya gréco-romain, au contraire, sous son ciel azuré, au bord de sa mer radieuse, sur sa terre favorisée. Et termine par l'Inde, dont il dit « Les Aryas hindous s'y développeront avec patience, y gagneront pied à pied une patrie, y poursuivront combat par combat l'extermination de leurs mystérieux adversaires et fonderont leur unité en consacrant tour à tour les aspirations de leurs poètes et en léguant à leur postérité leurs étranges livres aux centaines d'auteurs. » Fin de citation. Donc voilà, si on était il y a encore 60 ans passés, c'est ce qu'on mettrait le plus en avant en Occident pour expliquer l'arrivée des Aryens en Inde, il y a de cela plus de 3000 ans, mettant en place un système de caste, soit l'idéologie raciste en fait avant l'heure, et d'ailleurs
on ne manquera pas de faire une vidéo, si Dieu veut, sur les similitudes entre le code noir ou les lois racistes comme ceux de l'apartheid avec leurs ancêtres qui font partie du livre hindou Les lois de Manu dont on a lu quelques extraits. Sur le site indpindia.org, on peut trouver un rapport de 119 pages intitulé Caste et racisme. Et à cause des conventions et des ambiguïtés dues à l'évolution de l'hindouisme et du regard qu'on impose sur les origines des castes, ce rapport nie que le système des castes est un système raciste. Tout du moins de nos jours, cependant, il dresse un tableau qu'on va mettre à l'image sans commenter, qui montre les similitudes entre les méfaits dus au racisme et les méfaits du système des castes envers les intouchables, mais qui peut s'appliquer au Sudra aussi. Et le résultat est sans appel. Selon ce rapport, donc tout est identique ou presque, avec pour conclusion que, ils disent, les deux formes de discrimination sont fondées sur la croyance en l'infériorité et ou la nuisance d'un groupe social donné. Fin de citation. Or, on l'a sans cesse répété, l'idéologie raciste se base sur la hiérarchisation en race supérieure et en race inférieure. De plus, toujours dans ce rapport qui nie que le racisme est en rapport avec le système des castes, ce qui est vrai encore une fois aujourd'hui, en fait, mais pas au commencement, comme on le sait. Et comme on peut le lire ici, le rapport rejoint en fait en partie donc le livre de Runoko Rashidi. On peut lire ce qui suit dans la partie qui est intitulée Un enfant de la culture indo-européenne en parlant des castes quant à leurs origines. On nous dit, tout d'abord, on constate que le système des Varnas est une variante de ce que l'historien Georges Dumézil a appelé l'idéologie des trois fonctions communes à toutes les civilisations indo-européennes. Or, les Aryens qui pénétrèrent en Inde pratiquaient les langues indo-européennes, ce qui laisse penser qu'ils étaient marqués par une idéologie qui les amenait à diviser le monde en trois grandes classes, les prêtres, les guerriers et les agriculteurs. La division de la société en trois catégories, les brahmanes, les kshatriyas et les vaishyas, que l'on trouve dans les tout premiers textes védiques, correspondent bien à cette logique. Fin de citation. Maintenant, on va lire toujours dans ce rapport les propos d'un sociologue indien tiré de son livre Origine du système des castes, au chapitre 7, qui est intitulé aussi La caste et la race en Inde, donc publié en 1932. Donc, à propos de ce livre, on nous dit ceci dans le rapport. Selon le sociologue indien G.S. Gourier, les Aryens ont reformulé sur le sol indien ces principes indo-européens. Les Aryens auraient été des populations à peau claire. Donc, entre parenthèses, comprenez la peau blanche. On ferme la parenthèse, donc. On poursuit la lecture. Rencontrant des indigènes à la peau plus foncée, là encore on ouvre une parenthèse, il faut comprendre peau noire. Et c'est ce que disent les auteurs d'ailleurs antiques comme Hérodote, Diodore de Sicile, Strabon, etc. Maintenant on poursuit la lecture, on ferme la parenthèse. Et aux traits moins fins. Là encore on ouvre une parenthèse, il faut comprendre aux traits moins fins, aux traits africains ou négroïdes. On referme la parenthèse et on termine la lecture. Il dit, ils appelèrent ces populations les dasa, qui en iranien veut dire ennemi. Ennemi. Les populations envahies auraient été reléguées au rang de serviteurs ou d'esclaves pour devenir plus tard les Shudras. Donc, fin de citation. Donc, on récapitule. Des Blancs envahissent un peuple noir. Ensuite, ils élaborent un système politico-religieux faisant des Noirs des esclaves des Blancs, de père en fils, qui doivent se marier les uns avec les autres, rien qu'entre eux, pour préserver donc ce système qui, à l'origine, veut dire couleur.
et qui hiérarchise la société. Cela donc s'appelle tout simplement du racisme. Même si ce rapport ne le dit pas clairement, une fois encore, avec un peu de raison, car aujourd'hui l'Inde est plus mélangée que le Brésil. Après plus de 3000 ans d'histoire, on a des noirs ou des gens à la peau plus foncée qui sont dans toutes les castes, ceci en partie probablement dû au fait que les dynasties Shudra, comme les Nanda et les Maurya, ont justement bouleversé cet ordre en prenant le pouvoir en Inde, et mille autres faits qu'on évite en fait de reconnaître, mais il reste encore des Dravidiens tout noirs par millions dans la sous-région indienne. Toujours dans ce rapport, on confirme en fait que le bouddhisme et le jaïnisme, tous deux originaires de l'Inde, sont venus en fait remettre en question ce système de caste sans jamais y arriver formellement en pratique, mais au moins en théorie. Et voici un extrait des propos du Bouddha. Il dit: aucun brahmane ne l'est par naissance, aucun hors caste ne l'est par naissance. Un hors caste est un tel par ses actes, un brahmane est tel par ses actes. Fin de citation. Or, comme dit Runoko Rashidi dans son livre, une origine africaine noire de Bouddha et du bouddhisme est soutenue avec force depuis plusieurs siècles. Le moindre regard posé sur la stature la plus ancienne du Bouddha semble pouvoir corroborer cette hypothèse, et particulièrement en Inde et en Asie du Sud-Est. Ou bien encore, il dit Xésia, l'auteur du premier compte-rendu général sur l'Inde rédigé par un Européen, mentionne de fortes concentrations de Noirs dans la région de l'Himalaya oriental et du Gange supérieur, où la plupart des récits placent le lieu de naissance de Gautama, qui est donc le Bouddha. Ça, on l'a d'ailleurs lu. Donc, et certes, en fait, beaucoup disent que Bouddha n'était pas noir, car on avance que sa famille était de la classe soit des guerriers et des princes, ou soit dans celle des riches commerçants, et non pas de la caste la plus basse des serviteurs, les Shudras. Mais comme on le sait, dans un monde aussi immense que l'Inde, le système de caste ne pouvait pas tenir indéfiniment dans son origine supposée raciste, car si l'hindouisme a fini par être adopté jusqu'aux régions du sud, où avaient migré les Dravidiens noirs, il est évident que chez eux, les 4 castes ne pouvaient être que noirs, du fait de l'absence des blancs. Et on le verra si Dieu veut, que de tout temps, même en période raciste, partout dans le monde, on avait des noirs au plus haut niveau de l'État et des sociétés, même les plus racistes, comme en Europe dans les derniers siècles. Mais on en reparlera. Concernant la noirceur flagrante en fait du Bouddha, un auteur du nom de Abel Remusat le contestait déjà dans son livre Mélange asiatique en 1825, donc au moment où les ancêtres de Runoko Rashidi étaient encore sous le joug de l'esclavage et n'avaient pas le temps de s'intéresser aux civilisations antiques noires de l'Asie ou d'ailleurs. C'est dire si, entre eux les blancs, même racistes de l'époque, ils ne pouvaient s'empêcher de constater les faits. Certains ont dû l'admettre et d'autres le combattre. Et c'est le cas de cet individu, et nous le lisons, il dit W. Jones, que M. Langlès regarde comme l'oracle des orientalistes, pensait que les Éthiopiens de Méroé, Méroé entre parenthèses, c'est entre l'Égypte et le Soudan, étaient le même peuple que les premiers hindous. Plus loin, il dit, d'un côté, on rejette l'idée que la civilisation des Indes ait pris naissance chez les nègres, et de l'autre côté, on veut qu'elle ait été apportée par des philosophes abyssins. On ne prétend pas soutenir que Bouddha soit issu d'une race stupide, entre parenthèses, ici on parle des Noirs, et malheureuse, cependant on croit reconnaître son origine africaine aux traits qui caractérisent une figure éthiopienne. Ainsi, l'on en fait un Éthiopien, c'est-à-dire un noir à cheveux crépus, mais non pas un nègre à chevelure laineuse, ce qui pourtant revient absolument au même. Donc comme vous voyez, il reprochait à des gens
de considérer le Bouddha comme noir, mais de se contredire en voulant en même temps dire qu'il n'était pas tout à fait noir comme les noirs africains, mais il était noir comme les noirs africains. Donc pour lui, ça n'avait pas de sens. On va pas s'attarder plus longtemps sur la noirceur du Bouddha, car on compte en reparler si Dieu veut prochainement. Mais une fois encore, on voit qu'il y a une cohérence des faits. Avant de faire une synthèse finale, avant de faire une conclusion, le dernier point qu'on va voir sur le rôle en fait joué par le racisme qui s'est abattu sur l'Inde par l'invasion aryenne et que Runoko Rashidi aborde aussi dans son livre est la violence génocidaire de cette invasion et l'esclavage contre les Noirs autochtones. Pour cela, on va sur le site Historel, qui n'est pas un site de Noirs, il appartient à un certain Jean-Claude Brinette. Voici ce qu'on nous dit. Dans cette période indéfinissable, les historiens situent en Inde des peuples d'hommes à la peau sombre, les Dravidiens et les Mundas. La religion de l'Indus fait partie des plus anciennes religions de notre humanité. Les Dravidiens avaient la renommée d'être un peuple sociable et moins agressif que les autres. Pourtant, un jour, aux alentours des années moins 1700, leur civilisation a presque complètement disparu devant les troupes d'envahisseurs aryens venus du nord qui les décimèrent comme du bétail. Vers l'an moins 1700, la civilisation dravidienne de l'Indus a été vaincue, décimée et remplacée par des tribus d'envahisseurs iraniens et des peuplades à la peau claire venues de l'Inde du Nord et des bords de la mer Caspienne qu'on identifiera plus tard sous le nom de Aryens. Déferlant en hordes sauvages, ces Aryens ont d'abord envahi la vallée de l'Indus et ont détruit les grandes cités d'Harappa et de Mohenjo-Daro. Après s'être installés dans les plaines verdoyantes, ils étendirent durant 2 siècles leur conquête sur les anciennes peuplades du sud-ouest de l'Inde en obligeant les survivants des régions conquises à vénérer leurs dieux et à adopter leurs rites. Leur principale divinité s'appelait Indra. Il était le seigneur de la guerre et le dieu de la foudre. Fin de citation. Vous voyez, on dit que ils auraient obligé en fait les survivants à adopter leur religion et on sait pourquoi. Tout simplement pour les dominer spirituellement et durablement comme la religion sait si bien le faire. Et voilà un lien établi entre le christianisme par exemple dans le Code noir où on insiste sur le baptême et la conversion des esclaves au catholicisme romain. Là c'est l'article 2 du Code noir. On retrouve des ajouts similaires dans l'islam comme quand on met dans la bouche du prophète des propos racistes ou dans le judaïsme disant que le noir est maudit. Et ensuite, on invite les noirs à se convertir soi-disant à la religion et qu'ils sont égaux de leurs co-religionnaires blancs, mais qui, eux, voient clairement que les textes décrivent les noirs comme des gens inférieurs. Du coup, consciemment ou inconsciemment, la hiérarchie se crée d'elle-même et comme c'est sacré pour le noir, il ne remettra rien ou presque en question et le voilà prisonnier. Il semble que il en fut ainsi autrefois en Inde, mais il y a de cela plus de 3000 ans. Donc bien avant l'islam, le judaïsme, le christianisme. Et cela a évolué au fil du temps, mais on va voir si cela continue encore aujourd'hui ou pas. Mais avant, le site Historel parle du dieu Indra aussi. Dieu de la foudre et grand guerrier. On sait que les Scandinaves, ils ont Thor, et les Gréco-Latins, ils ont Zeus, tous des manieurs de foudre, mais aussi ce que l'on nous a dit de Indra dans le site est corroboré par Wikipédia lorsqu'on tape le nom de Krishna. On peut lire à la rubrique origine. La première mention de Krishna se trouve dans les Rig Veda, Mandala 8, 3 à 4, comme nom d'un sage, mais aussi celui d'un Asura.
dans l'hymne védique, on trouve le récit d'une défaite de 50 000 Krishna et de leur famille par le dieu Indra. Les populations qui peuplaient la plaine gangétique avant l'arrivée des Aryens ont eu une carnation foncée qui serait ainsi à l'origine du nom de Krishna. En fait, on va relire ça dans une autre version un peu plus explicite sur le site Zawiki qui dit la première mention de Krishna se trouve dans le Rig Veda, Mandala 8, 3, 4, comme nom d'un sage, mais aussi comme celui d'un Ashura. Un hymne védique comptant la défaite de 50 000 Krishna et de leur famille par le dieu Indra, souvenir d'une guerre entre les premiers Indo-Européens et les populations aborigènes, Dravida ou Munda, pour le contrôle de la plaine gangétique, population dont la carnation foncée, donc la peau foncée, serait à l'origine du nom de Krishna. La paix entre ces belligérants aurait alors été scellée par un échange, l'adoption par les aborigènes, donc autochtones, noirs des divinités indo-européennes et l'intégration du personnage symbolique aborigène de Krishna dans le panthéon indo-européen. Ainsi, donc, fin de citation, on voit qu'il y a eu des apports de part et d'autre dans la religion hindoue, mais la structure en fait de cette religion devait au final servir les intérêts des vainqueurs au détriment des vaincus, qui sont les Dravidiens devenus esclaves dans la caste des Sudras ou Shudras. Et on dit que c'est le dieu Indra, donc, qui est l'auteur de ce massacre de 50 000 Krishna et de leur famille. Et le nom de Krishna ne trompe pas dans sa définition, qui veut dire noir. Pour ça, on va dans Wikipédia, on dit Krishna, entre parenthèses, sombre bleu noir en sanskrit, et une divinité centrale de l'hindouisme. Krishna est la divinité la plus vénérée de l'Inde. Fin de citation. Donc, traduisez le massacre de 50 000 Krishna par 50 000 noirs et de leur famille, et cela se trouve donc dans le Rig Veda, qui est un des plus vieux textes sacrés de l'hindouisme. Et comme on l'a vu, ceci n'est qu'une image pour illustrer en fait la victoire violente des soi-disant Aryens contre les Noirs dravidiens, un récit dont hier l'Occident se vantait et qu'aujourd'hui l'Occident évite de véhiculer parce qu'une telle image serait catastrophique. C'est pourquoi la thèse de la conquête aryenne n'a plus la même popularité qu'au siècle de Gobineau ou qu'elle aurait eu au siècle des soi-disant Lumières. Donc il en est ainsi de la colonisation, de l'esclavage, du racisme, et pourtant, comme on l'a dit, le racisme envers les Noirs en tant que système existe toujours, mais est devenu plus ou moins invisible, mais reste omniprésente. Et comme cette vidéo est consacrée à l'Inde, où cela a commencé ouvertement sur le plan idéologique et sous forme religieuse, comme système d'État, on va voir l'un de ses effets actuellement sur la société indienne. Regardez donc ces quelques images vidéo. Nous sommes aujourd'hui avec Tamana, originaire de New Delhi en Inde. Alors aujourd'hui nous sommes là pour parler dans un premier temps du colorisme. Alors en Inde, avoir la peau claire, blanche, c'est déjà un signe de beauté, quoi. C'est un critère de beauté. Donc on dit plus facilement qu'une fille est belle si elle a la peau blanche, on ne le dira pas forcément, ou on ne le dira pas du tout si elle est foncée. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être aussi, je sais que ça date de longtemps, peut-être à cause de la colonisation qu'on a eue en Inde, donc des Anglais. Peut-être que c'est resté un peu un modèle de façon. Ouais, bah oui, comme j'ai parlé de la colonisation, mais je crois que c'est un peu plus, c'est même plus, ça date de plus longtemps que ça en fait, parce que si on regarde quelques peintures, on voit plus des filles avec la peau pas blanche, mais de la peau comme la mienne, que des femmes avec la peau foncée, quoi. Donc ça doit dater de plus longtemps, mais pourquoi, je ne saurais pas dire. Tous les soirs, dans le bazar de New Delhi, les clientes se bousculent dans les boutiques de cosmétiques.
Toutes sont à la recherche d'un même idéal de beauté, obtenir une peau toujours plus blanche. Et pour cela, les Indiennes sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent. Vous avez acheté quoi? Moi, je viens acheter des crèmes éclaircissantes. Les mentalités sont comme ça. On pense que plus la peau est blanche, plus on est belle. Il faut des beaux yeux, des belles formes et une peau blanche. Et voici les meilleures ventes du magasin, des crèmes blanchissantes. En Inde, il s'en vendrait plus que du Coca-Cola. Le marché dépasse les 500 millions d'euros par an. La croissance est telle que toutes les grandes marques américaines ou françaises s'y sont mises. Il y a 20 ans, la plupart de ces crèmes n'existaient pas. Mais maintenant, ça représente la plus grosse part de nos ventes. C'est vraiment ce qui se vend le mieux. Personne ne veut devenir noir. En Inde, on appelle ça le syndrome de Blanche-Neige. Et cette obsession de la blancheur pousse certaines à aller beaucoup plus loin. Dans cette clinique d'un quartier chic de New Delhi, Rita, 21 ans, a rendez-vous avec sa dermatologiste pour un traitement de choc. Une série de piqûres censées éclaircir son teint. Qu'est-ce que vous lui avez injecté? C'est pour blanchir la peau. C'est à base de glutathium, vitamine C et collagène. Un traitement sans danger selon cette médecin. J'ai envie d'avoir le teint plus clair, pour être comme mes amis et me sentir heureuse, me sentir bien dans ma peau. Si elles ont besoin de se faire des injections à cet âge, c'est parce qu'il y a une pression sociale des amis pour être plus blanche et peut-être rencontrer un petit ami plus séduisant. Ces clichés sont colportés à la télévision par des dizaines de publicités à la limite du racisme. Les femmes et les hommes à la peau sombre sont présentés comme incapables de décrocher un emploi ou de trouver un partenaire. Si tu veux être comme moi, il faut que tu utilises la crème clarté et beauté. Ces campagnes sont régulièrement dénoncées par une ONG, Dark is Beautiful, qui regroupe des stars indiennes sur les réseaux sociaux. Shruti est une des animatrices de la page internet. Le problème, c'est qu'on arrive à la conclusion qu'il faut être blanc pour être beau. Alors que nous sommes tous indiens et que nous sommes tous marrons. Ça rejette l'idée même de qui nous sommes. Et le résultat, c'est que ça cache la diversité des beautés indiennes. Aujourd'hui, le CSA indien a décidé de s'en mêler et a promis d'interdire toutes les publicités où les personnes dont la peau est sombre sont systématiquement les plus malheureuses. Mais on se rend compte qu'il faudra beaucoup plus que ça pour faire changer les mentalités. Car ici, dans tous les films, dans tous les clips, les peaux des stars sont toujours, presque toujours, blanchies et les hommes sont loin d'être en reste. Pour eux aussi, le marché explose. En fait, la blancheur ici, William, serait en quelque sorte comme la minceur ailleurs. Une sorte d'obsession, un facteur d'exclusion aussi. On reste à l'étranger avec cette mode en Inde, alors qu'ici c'est la course au bronzage, surtout en ce moment. Là-bas, on dépense des fortunes pour se faire blanchir la peau. Les crèmes blanchissantes représentent plus de la moitié de l'immense marché des cosmétiques indiens et les entreprises françaises sont particulièrement bien placées, comme nous le montrent nos correspondants Mélanie Gallard et Pooja Rana. Rénika a 25 ans et comme des millions d'Indiennes, elles se rendent chaque mois dans un salon de beauté pour se faire blanchir la peau. Des soins qui coûtent jusqu'à 80 €, mais pour la jeune fille, avoir le teint clair, c'est la garantie du succès. Les mères veulent que leur fils ait de belles fiancées et belles pour elles, ça veut dire être clair de peau. C'est pareil, je travaille dans l'hôtellerie et j'ai vu beaucoup de gens être refusés à cause de la couleur de leur peau. Un critère aussi important que la caste en Inde. Dans ce salon de beauté, les soins de blanchiment de la peau sont de loin les plus prisés. On a des soins pour blanchir le visage, les pieds, les mains. Et la nouvelle tendance, c'est que les hommes aussi s'y mettent. Vous savez, ça dure depuis des générations ici. On pense que plus on est blanc, mieux c'est. Un stéréotype renforcé par le matraquage marketing. Sur cette publicité, cette jeune femme décroche le poste de ses rêves grâce à une crème miracle qui lui a blanchi la peau en quelques jours. Résultat, la vente de ces produits connaît une croissance fulgurante en Inde. Et même les entreprises occidentales s'engouffrent sur le marché, évalué à plus de 350 millions d'euros.
Mais cette obsession de la blancheur peut mener à des dérives. Asha a mélangé plusieurs crèmes à base de corticoïdes en vente libre en pharmacie. Depuis, sa peau développe des rougeurs et de l'acné. Vous savez, il y a une telle pression familiale. On est toujours comparé aux autres filles. Et on te dit que si tu es plus blanche de peau, tu pourras trouver un bon mari. Maintenant, ma peau est dévastée, alors qu'elle était très bien avant. Certaines crèmes contiennent même des composants comme l'hydroquinone ou le mercure, interdits dans les cosmétiques en Europe, mais pas en Inde, où la législation est moins stricte. Chaque année, de nouveaux produits de blanchiment de la peau viennent inonder les rayons de cosmétiques. Mais ici, les marques ne sont pas dans l'obligation d'indiquer les ingrédients ni leur quantité sur les étiquetages, laissant le consommateur dans l'ignorance des risques encourus. Donc comme vous avez vu dans ces images, on a entendu des termes comme plus on est blanc, mieux c'est, notamment pour trouver un emploi. Des gens ayant la peau plus sombre ont été refusés pour des emplois, la pression familiale, mais aussi la télévision, les vedettes, les publicités, etc. Et dans tout ça, on élève en fait la blancheur et on rabaisse le fait d'être noir ou foncé. Pourtant, dans ces reportages, on est dans les grandes villes. Donc, ces gens sont déjà clairs par rapport aux noirs, mais ils en veulent encore plus. Il y a même cette femme qui dit que on est tous indiens et tous marrons. Elle-même, elle n'est pas du tout marron. Et malgré qu'elle veut défendre, en fait, bien qu'elle le fait maladroitement, les marrons ou les gens plus foncés, pour éviter la discrimination. Mais elle parle des gens marrons ou clairs comme s'il n'y avait pas de noirs, qui sont les vrais Indiens à l'origine, et pas marrons comme elle dit. Car certains dans ces vidéos sont presque plus blancs que blancs. Mais on ne sait par quoi exactement ces gens arrivent à se trouver sombres. Eh bien, les Indiens noirs, par contre, qui sont dans les contrées qui sont lointaines, pour la plus écrasante majorité d'entre eux, doivent même pas rêver, eux qui ne sont même pas pris en compte par ce jeu des moins clairs aux plus clairs pour trouver des emplois, devenir des vedettes du cinéma ou de la musique ou que sais-je, car eux sont dans le même bain que les autres noirs du monde entier. La hiérarchisation du racisme est omniprésente autour d'eux sans jamais se déclarer officiellement. Et même si demain le système de caste devait totalement être aboli, venait à totalement s'effondrer, le racisme, lui, se poursuivrait tranquillement incognito, car sa fin, en réalité, ne peut venir que par le réveil du peuple originel, quand il devient conscient d'être le peuple de Dieu et agit comme tel. Même les plus grands racistes, à ce moment-là, le verront tellement de haut qu'ils se rendront à l'évidence. Et en attendant, là on va regarder donc quelques images des Noirs dravidiens, ceux qui ont été combattus par les Aryens, disséminés en fait ces dravidiens par millions en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh, au Népal et ailleurs. Ceux-là font partie intégrante du peuple originel et on en reparlera.
Ainsi, on a vu le racisme contre les Noirs dans le temps. On est passé par les Lumières, le Moyen-Âge, on est allé jusque dans l'Antiquité. Désormais, en fait, ce qui nous reste, c'est aller à la source, là où tout a commencé, pourquoi, comment, qui, etc. Mais là, on va maintenir le suspense quelque temps, car pour cela, il faudra aller dans la Bible, notamment, mais aussi ailleurs. Mais les prochaines vidéos, si Dieu veut, vont d'abord traiter de la grandeur et de la splendeur des Noirs. On va voir que contrairement aux discours racistes plus récents dans l'Antiquité particulièrement, l'homme noir était glorifié pour ses vertus, même par les Blancs eux-mêmes, dans les régions où les Noirs avaient des puissants empires et royaumes. Pendant que les Aryens massacraient en fait à l'abri des regards la civilisation de la vallée de l'Indus, ailleurs, les Noirs prospéraient et les Blancs les admiraient. On parlera donc de ces Noirs qui dirigeaient. On parlera aussi de ces Noirs qui dirigeaient, y compris les Blancs, même en période raciste. Dans la période de l'Empire romain, on reviendra sur le monde musulman avec l'épopée des Maures, etc., etc. Mais aussi, on reparlera des noms des prophètes, l'importance du nom, etc. Mais tout ça seulement si Dieu le veut. Cette vidéo est terminée. Paix, vie, force et santé, salutations. À l'heure des puissances émergentes comme la Chine et d'autres créant un équilibre des forces, tandis qu'autrefois l'Occident dominait la quasi-totalité du monde et où on se vantait de s'identifier à la race des seigneurs aryens conquérants qui écrasent et dominent les autres peuples. C'est ce que l'on peut lire dans l'introduction d'une traduction du Rig Veda par Alexandre Langlois, homme du 19e siècle. Voyons-en quelques extraits. Donc le Rig Veda ou livre des hymnes. On nous dit il y a 100 ans, personne ne se doutait que les Aryas de la Bactriane fussent nos ancêtres. Colebrook put pénétrer la philosophie et la religion de ce grand peuple des Aryas, souche principale des nations européennes ainsi que des Hindous et des Perses. Les hymnes du Rig Veda sont les cantiques des Aryas, les vaillants, les nobles, les honorables, d'où descend la race indo-européenne tout entière. Plus bas, jusqu'à présent, malgré les milliers de commentaires dont leur texte a été entouré, on ne peut qu'y entrevoir une lente conquête des Aryas sur les Dasyus, indigènes d'une autre race, refoulés vers le midi de l'Inde, donc vers le sud. Donc, et ajoute en fait ce qu'on sait tous, à savoir que les Dravidiens et autres sont majoritairement dans le sud de l'Inde. Et l'auteur dit encore, et là on voit le triomphalisme raciste, écoutons-le. Un autre trait caractéristique du Veda est la sincérité. Cette sincérité se manifeste aussi dans les vœux les plus exigeants que dans les objurgations les plus violentes. L'Arya est aussi franc dans ses désirs de richesse et de prospérité que dans sa haine pour le Dasyu, l'indigène, son rival, son ennemi. À l'entendre, le Dasyu ne vit que de rapine, dérobe honteusement, comme un brigand, le bien d'autrui. Il n'a ni foi ni loi, il méconnaît les dieux, il est lâche, perfide et pervers. L'Arya le voue à l'exécration et supplie les puissants célestes de le foudroyer, de l'anéantir, aussi bien qu'il les implore sans cesse pour doubler ses biens, pour augmenter ses troupeaux, pour lui donner une postérité nombreuse, valeureuse et productive. Fin de citation. Donc, pourtant, on sait qui est venu dérober la terre d'autrui. Et ces paroles de haine sont perçues par l'auteur comme de la sincérité. Alors qu'aujourd'hui, la ligne orthodoxe serait de condamner
ses propos, ce côté soi-disant sincère, tandis que hier, il a été magnifié. Donc l'auteur lui-même va ajouter des propos montrant bien que c'est l'Arien le véritable voleur. Il dit « L'Arien de l'Inde, traînant après lui ses troupeaux, pillant pour les augmenter, luttant pour les défendre, s'arrêtant tout à la fois pour combattre et pour se reposer, acharné contre les autochtones, c'est Dassiyou qu'il ne peut assez souvent maudire, rapportant à ses dieux ses victoires et leur demandant de nouvelles, et un peuple en marche qui se développe par une lente conquête. » Fin de citation. Et ensuite, l'auteur fait le tour des différents peuples ariens et de leurs différents lieux d'établissement ou de conquête. Il dit l'Aria médo-perse, soumis aux variétés climatiques du sol qu'il a choisi pour son établissement, l'Aria slavo-scandinave pénétrant dans le nord rigide verra ses divinités féroces dans ses nuages fantastiques et dans ses glaces polaires, l'Aria celtique voyageant à travers les brumes et les marais prendra des rochers pour autels et des forêts pour temples. L'Aria gréco-romain, au contraire, sous son ciel azuré, au bord de sa mer radieuse, sur sa terre favorisée. Et termine par l'Inde, dont il dit « Les Aryas hindous s'y développeront avec patience, y gagneront pied à pied une patrie, y poursuivront combat par combat l'extermination de leurs mystérieux adversaires et fonderont leur unité en consacrant tour à tour les aspirations de leurs poètes et en léguant à leur postérité leur étrange livre aux centaines d'auteurs. » Fin de citation. Donc voilà, si on était il y a encore 60 ans passés, c'est ce qu'on mettrait le plus en avant en Occident pour expliquer l'arrivée des Aryens en Inde, il y a de cela plus de 3000 ans, mettant en place un système de caste, soit l'idéologie raciste en fait avant l'heure, et d'ailleurs, on ne manquera pas de faire une vidéo, si Dieu veut, sur les similitudes entre le code noir ou les lois racistes, comme ceux de l'apartheid, avec leurs ancêtres qui font partie du livre hindou Les lois de Manu, dont on a lu quelques extraits. Sur le site indpindia.org, on peut trouver un rapport de 119. Il continue encore, il dit un code pénal et religieux qui régissait jusqu'aux aspects les plus infimes de la vie quotidienne fut mis sur pied pour maintenir ce nouvel ordre pour les Shudras et les hors-castes. Le code était tout simplement draconien avec peu sinon aucune ambiguïté à leur égard. Ce sujet très sensible peut être présenté comme une approche d'étude des relations raciales et culturelles antiques afin de permettre aux lecteurs de l'apprécier. Nous citons ici quelques articles aux rigueurs excessives des textes de la loi de Manu, entre parenthèses, donc Manu est un sage indien mythique qui serait l'un des descendants de Brahman. Voici donc ce qu'on nous dit à propos donc, de ce code pénal et religieux, ou ces lois, un peu comme les lois de Moïse, mais version hindoue. On nous dit, les deux fois nés, entre parenthèses, brahmaniques, kshatriya et vaishya, dans leur folie, épousent des femmes de la basse caste des Shudras, avilissent aussitôt leur famille et leurs enfants à l'état de Shudra. Donc ici, on nous dit que si une des trois castes supérieures venait par une folie quelconque épouser des femmes de la basse caste des Shudras, donc les Noirs vaincus, eh bien, leurs enfants deviennent des Shudras. Et d'après Runoko Rashidi, ils deviennent des intouchables. Bon, il continue donc à citer ces fameuses lois. Quiconque épouse une femme Shudra devient hors caste. Selon Sonaka, à la naissance d'un fils, et selon Brigou, quiconque obtient un rejeton mâle d'une femme Shudra seule. Donc ici, on dit clairement que quiconque épouse une femme Shudra devient hors caste. Donc ce n'était pas seulement selon Runoko Rashidi,
mais c'est clairement dans les lois elles-mêmes. Donc on commence à voir un peu l'origine de ces intouchables qui existent jusqu'aujourd'hui en Inde. On continue. Un brahmane qui prend dans son lit une femme Shudra sombrera après sa mort en enfer. On nous dit encore qu'il ne soit permis à aucun brahmane mort d'être porté par un Shudra. Quand des hommes de la même caste se trouvent à portée de main, car l'offrande qui est souillée par le toucher d'un Shudra se fait au détriment du passage du mort au ciel. Un brahmane peut, au bon plaisir du roi, interpréter la loi en sa faveur, mais jamais un Shudra. Un kshatriya ayant diffamé un brahmane devrait payer une amende de 100 panas, un véchya à 150 ou 200, et un Shudra devra subir une punition corporelle. Donc vous voyez, les seuls qui doivent subir une punition corporelle, ce sont les Shudras. On nous dit encore, un Shudra qui est un homme une fois né, qui insulte un homme 2 fois né, donc les 3 autres castes supérieures, avec des invectives grossières, aura la langue coupée, car il est de basse origine. S'il mentionne avec insolence le nom et caste du 2 fois né, une tige de fer longue de 10 doigts sera plongée chauffée au rouge dans sa bouche, donc au fer chaud. Si il apprend leur devoir au brahman avec arrogance, le roi devra lui faire verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans les oreilles. Donc si, pour un peu interpréter ça, donc on nous dit si jamais un Shudra donnait une leçon de morale, par exemple un brahman qui ne se comporte pas comme un brahman, et que le Shudra vient avec arrogance lui dire tu te comportes pas comme un brahman, parce que tu devrais plutôt dire ça ou faire ça, le roi doit verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans les oreilles du Shudra. On dit encore, un homme de basse caste qui essaie de s'asseoir sur le même siège qu'un homme de caste élevée, il sera marqué sur la hanche au fer chaud, puis banni, ou le roi lui fera entailler le derrière. Runoko Rashidi conclut en disant, pour les Shudras et les hors-castes, la loi de Manu était, comme nous l'avons souligné en illustrant les exemples brutales et inhumaines, elle était conçue de façon à les maintenir éternellement dans leurs conditions inférieures de génération en génération. Donc, le véritable nom sanskrit pour les castes est Varna, littéralement la couleur. Il existe toutefois une voie pour les Shudras vers le salut. Et c'est Manu lui-même qui en énonce la méthode. Un Shudra qui est pur serviteur de son mieux-être gentil dans ses propos, dénué de fierté et qui cherche toujours refuge chez les brahmanes, attend dans sa vie suivante une caste plus élevée. Donc, vous voyez ça? On nous dit que le Shudra, il était condamné à être esclave, à être le serviteur des castes supérieures durant toute sa vie. Ses enfants aussi, les enfants de ses enfants aussi. Mais tout ça était simplement pour faire croire au Shudra en lui disant, si tu es un bon serviteur, dans ta vie suivante, pas dans celle-ci, tu seras nouvellement né d'une caste supérieure. Donc voilà ta récompense pour avoir été un bon esclave. Quant au hors-caste, ou quant à l'intouchable, on nous dit les seuls biens qu'ils pouvaient posséder étaient les chiens et les ânes. Leur repas était composé de restes, leurs vêtements prélevés sur des cadavres. Les principales fonctions des intouchables étaient limitées à balayer les rues, ramasser les animaux morts, ainsi que les cadavres humains et nettoyer les sols de crémation, donc toute fonction considérée comme impure même pour les Shudras. On rappelle qu'on nous dit que
si un Shudra se mélange avec un Brahman de caste supérieure, ils vont enfanter un hors caste ou bien un Shudra, donc un enfant impur. Donc, comme on l'avait dit aux États-Unis, c'est ce genre de loi inhumaine qui décourageait souvent le métissage. Et l'Inde a longtemps préservé, en fait, les puretés raciales, si j'ose dire les choses ainsi, à cause de la rigueur de ces lois racistes. Ensuite, on nous dit plus loin, les réactions en fait inévitables contre cet ordre social apparurent rapidement et prirent différentes formes, comme au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, l'humanitarisme des Jains, mais également le bouddhisme. Donc ce dernier bénéficiera d'une diffusion géographique plus importante et sera rattaché à Siddhartha Gautama, une origine africaine de Bouddha, donc Siddhartha, et du bouddhisme est soutenu avec force depuis plusieurs siècles. Le moindre regard posé sur la statuaire la plus ancienne du Bouddha semble pouvoir corroborer cette hypothèse, et particulièrement en Inde et en Asie du Sud-Est. Que Gautama Siddhartha soit né en Afrique ou en Asie ne constitue aucunement un obstacle à cette assertion. Ctésia, par exemple, auteur du premier compte rendu général sur l'Inde, rédigé par un Européen, mentionne de fortes concentrations de Noirs dans les régions de l'Himalaya oriental et du Gange supérieur, où la plupart des récits placent le lieu de naissance de Gautama. Le bouddhisme ne faisait que peu cas des castes et a été au demeurant plus populaire dans les régions centrales, orientales et méridionales de l'Inde, où il y avait une profusion de population noire. Plus loin encore, Runoko Rashidi explique que 2 dynasties noires de Shudra vont prendre le pouvoir et dominer toute l'Inde à partir de l'époque d'Alexandre le Grand, et ce durant 150 ans. Il s'agit des dynasties Nanda et Maurya. Cette dernière sera celle d'Ashoka, qui se convertira, donc un roi qui se convertira au bouddhisme, et qui est en fait cet homme-là, Ashoka, le plus grand roi de l'histoire de l'Inde, ou sinon l'un des plus grands. D'ailleurs, l'emblème de l'Inde, c'est le sommet de son mausolée. Runoko Rashidi affirme encore que les Dravidiens sont bel et bien les fondateurs de la civilisation de l'Indus et qu'ils sont les Dasa et les Dasiyu, extraits du Rig Veda, les adversaires éternels des tribus nomades envahisseurs aryens. Ce sont ces mêmes peuples de Dasa et Dasiyu qui vont devenir les Shudras, donc la caste la plus inférieure. Il dit encore: les masses noires vaincues et réduites au statut d'esclaves en Aryavarta, comme nous l'avons déjà dit. La phase arapéenne du complexe de la vallée de l'Indus avait déjà amorcé son déclin lorsque les incursions aryennes comparables au départ à un petit ruisseau se muèrent en un torrent puissant. Les Aryens sont sans conteste les responsables de la destruction finale et totale du complexe de la vallée de l'Indus. La plupart des sites de l'Indus cessent d'être habités à partir de cette époque. Ceux des Noirs qui peuplaient encore les sites de l'Indus durant la phase de déclin et avant l'arrivée massive des Aryens ont soit perdu la vie pendant l'Holocauste, donc Rashidi appelle ça même un Holocauste, soit ils ont quitté définitivement la région en laissant derrière les ruines de leur civilisation exceptionnelle. Sur ce point, il est difficile de contester les faits. D'ailleurs, les Aryens avaient parfaitement connaissance des ruines qui les environnaient. Le passage suivant illustre clairement notre propos sur les Aryens. Les gens à qui ce site en ruine, ces postes à l'abandon appartenaient autrefois, ces nombreuses habitations largement dispersées, ce qui, ô Vesvanara,
ont été chassés par toi et émigrés vers une autre contrée. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous et à toutes. Dans cette seconde partie, on va parler de l'Inde, et ce dans le but d'aller plus loin dans l'Antiquité et nous enfoncer en fait dans les profondeurs de l'histoire du racisme envers les Noirs et qui, on l'a dit, est d'origine spirituelle. Donc pourquoi l'Inde? Tout simplement parce qu'aucun pays au monde ne symbolise autant à lui tout seul un système comparable au racisme idéologique et spirituel, et ce dès les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Ce système est celui des castes. Que nous dit Wikipédia à ce sujet? On va lire ce qui est encadré et souligné en rouge. Les castes sont des divisions des sociétés du sous-continent indien en groupes héréditaires, endogames et hiérarchisés. Donc de père en fils, entre les familles, les clans, et ce système est hiérarchisé. L'article 15, on nous dit plus loin, de la Constitution de l'Inde interdit les discriminations fondées sur les castes, mais celles-ci continuent de jouer un rôle majeur dans la société contemporaine. Donc en clair, les castes classent les individus dans la société indienne en groupes distincts et les attribuent une position hiérarchique dans la société. La caste se transmet de parents aux enfants et les individus d'un même groupe ou caste doivent se marier que entre eux. On rappelle que le racisme est une idéologie qui classe les races hiérarchiquement en races supérieures et inférieures. Et pour bien faire en fait le rapprochement, on va lire de longs extraits du livre de Runoko Rashidi avant de compléter par différentes autres sources. Donc Runoko Rashidi est un historien afro-américain spécialiste des civilisations noires dans le monde entier et particulièrement en Asie, et on va lire des extraits de son livre Histoire millénaire des Africains en Asie, des pages 48 à la page 60. Ainsi, dans la partie intitulée Indus et Inde, des bastions orientaux des Éthiopiens, il nous dit: comme précédemment exposé, la présence africaine en Asie antique était visible du point le plus occidental aux extrémités les plus orientales et méridionales du continent, et ce jusqu'au beau milieu du Pacifique. Donc il nous dit que les civilisations noires en Asie allaient d'un bout à l'autre de ce continent jusqu'à arriver carrément dans l'océan Pacifique. Il cite Diodore de Sicile, écrivain contemporain de Jules César, qui parle dans son livre 1 du parcours d'une divinité égyptienne qui a voyagé d'Éthiopie en Inde. Et ensuite il nous dit: le complexe de la vallée de l'Indus atteindra son apogée entre 2200 et 1700 avant Jésus-Christ. C'est la phase harapéenne, référence à Harappa, un des sites découverts à propos de cette civilisation. Plus loin, il nous dit: le déclin de la civilisation harapéenne a été attribué à divers facteurs, dont une baisse des revenus agricoles causée par la surexploitation des sols, l'accroissement des crues suite à des turbulences tectoniques dans l'Indus inférieur et les incursions toujours plus nombreuses des tribus nomades, agressives et très va-t-en-guerre venues d'Asie centrale vers 800 avant Jésus-Christ. Ces tribus nomades aryennes avaient conquis le Pakistan et tout le nord de l'Inde, réunissant leur nouveau territoire sous l'appellation d'Arya-Varta, c'est-à-dire le pays aryen ou le pays des Aryens. Dans tout l'Arya-Varta fut instauré un ordre social rigide, segmenté en castes dans lesquelles les Noirs vaincus, donc les Soudras, furent relégués
au plus bas de l'échelle est condamné à servir les castes supérieures. Ces castes supérieures sont les suivantes: les brahmanes, c'est-à-dire l'élite aryenne identifiée par la couleur blanche, les kshatriyas du secteur militaire et administratif, identifiés par la couleur rouge, et les vaishyas, marchands et fermiers, identifiés par la couleur jaune. Vient ensuite les soudras, eux-mêmes identifiés par la couleur noire. Il continue en disant: sur l'échelon le plus bas en dessous des soudras ou shudras, il y avait des hors-castes, ou intouchables, des parias dont les rangs étaient composés de rejetons des unions malheureuses entre brahmanes et soudras. On trouvait également parmi ces hors-castes les populations anciennes de l'Inde qui s'étaient retranchées dans l'arrière-pays pour échapper à l'avancée des envahisseurs et qui finiront malgré tout par tomber sous la coupe aryenne. Fin de citation. Ainsi, Runoko Rashidi nous résume comment les prétendus Aryens, des peuples blancs, ont envahi l'Inde antique et chassé une partie de ses populations et intégré une autre partie dans son système de société en tant qu'esclaves grâce à la religion hindoue et ses divisions en castes, ce qui semble en effet n'être que la première ou l'une des toutes premières sociétés à instaurer l'ancêtre direct ou une forme de l'idéologie raciste. Ensuite, Runoko argumente pour démontrer que les Dravidiens sont des Noirs au même titre que leurs cousins africains avec lesquels ils avaient des relations depuis l'Antiquité, mais c'est là un sujet qu'on va réaborder si Dieu veut prochainement. Il nous faut cependant donc préciser que certes, comme pour l'islam, le christianisme et le judaïsme, les peuples blancs se sont accaparés l'hindouisme et l'ont modelé à leur convenance raciste. Mais en vérité, cette religion est le résultat d'un mélange des apports des colons blancs aryens et de ce qui était déjà connu des autochtones noirs de l'Inde. C'est un sujet qu'on abordera aussi si Dieu veut. Avant de faire le point sur cette idéologie raciste à l'origine du système des castes, on se doit de corroborer ce que nous avons lu chez Runoko Rashidi et qui est un auteur noir avec ce que les non-noirs en disent. Car on sait que, hélas, à cause de la colonisation, du colonialisme mental, la parole d'un noir est souvent plus remise en doute, même par un noir, que celle des étrangers. Alors on va faire cet exercice à titre pédagogique, car pour nous, Runoko Rashidi nous suffit, même s'il n'est pas exempt d'erreur. Tout d'abord, il nous a dit que Varna est le terme sanskrit, donc la langue de l'Inde, pour désigner les castes, voulait dire en fait à l'origine couleur, et que le brahman, caste supérieure, symbolisait le blanc, et le shudra, caste de serviteurs, donc la dernière caste des quatre, symbolisait la couleur noire. Donc nous allons sur Wikipédia, on nous dit, dans les textes classiques hindous, les personnes et leur rôle dans la société sont décrits au travers de leur varna, couleur, entre parenthèses aussi classe. Au plus haut, les brahmanes ou prêtres, au-dessous d'eux, les kshatriyas ou guerriers, puis les vaishyas dans l'usage moderne, surtout des marchands, enfin les shudras, des serviteurs ou gens de peu. Il faudrait ajouter une cinquième catégorie, les intouchables ou hors caste qui sont laissés en dehors. Selon Louis Dumont, les trois premières castes apparaissent dans les premiers livres du Rig Veda, mais les shudras seulement dans un hymne tardif. Ils pourraient être des aborigènes, donc autochtones, les habitants originels de l'Inde, intégrés dans la société sous forme de servitude, donc sous forme d'esclaves. Comme vous le voyez, c'est exactement ce que dit Runoko Rashidi, seulement lui est plus direct et catégorique, notamment sur les couleurs liées aux castes, le lien en tout cas entre les deux. Et de nombreuses personnes contestent en fait cela, qu'il y a un lien entre les teints de la peau, malgré une encombrante coïncidence, notamment sous prétexte qu'en Inde,
il n'existe pas d'hommes rouges ni d'hommes jaunes, qui sont les castes en fait intermédiaires. Mais, qu'en savent-ils? Surtout de l'Inde antique et même actuelle, sans compter les échanges commerciaux et diplomatiques au travers des âges, les albinos, etc. Aussi, on ne doute pas que blanc est la couleur de la pureté. Donc que le blanc est la couleur de la pureté. Cependant, au travers de l'histoire, certains ont eu la tentation, d'ailleurs assouvie, de les appliquer aux races ou au teint de la peau, suivi de prétextes politiques racistes, etc. Donc cela peut très bien avoir débuté en Inde. Et on remarquera que il eût été plus facile de prendre des couleurs comme violet, vert, bleu pour les castes intermédiaires et ainsi dissiper tout doute. Mais les choses sont ainsi et comme par hasard, encore aujourd'hui les Occidentaux conservent ces 4 couleurs comme celles de l'humanité, blanc, rouge, jaune et noir. Donc tout cela alors que chez les Arabes classiques, le teint foncé, noir, est aussi appelé vert, ailleurs aussi bleu, etc. L'homme blanc actuel devient même rose, rouge, jaune, etc. à certains endroits. Dans Wikipédia, parmi les 3 possibles origines du système des castes, on peut lire la 3e, on nous dit enfin, le 3e type de théorie avance une motivation raciale. Au début du XXe siècle, Émile Sénart conçoit la création des castes comme la volonté des envahisseurs aryens de préserver la pureté de leur race en créant des groupes fermés. Fin de citation. Maintenant, il faut dire que cette thèse de la pureté raciale et d'un système raciste, en fait, dérange de nos jours